Bonjour, et en voiture pour cette séance donc du 24 novembre 2020 qui prolonge la jonction, la transition avec ce qui a été fait l'année passée et que j'avais arrêté donc en mars suite au confinement. Il va être question maintenant donc de la notion de monde. Je rappelle que j'examine cette notion, comme je l'ai fait les précédentes, dans le rapport qu'elle entretient avec d'autres notions, et ici en particulier avec la notion de nature, car c'est dans l'opposition nature-monde que je vais produire cette notion nouvelle, particulière de monde, qu'on trouve chez Antoine-Augustin Cournot, comme je l'avais dit la dernière fois. De même que c'est à Cournot que j'avais emprunté cette idée de nature, mais qu'il définit en des termes tels qu'on les trouvait en fait déjà, je l'avais montré, chez un Kant, par exemple, et même auparavant, plutôt encore chez un Descartes, la nature comme le mode d'existence des choses en tant qu'elles sont régies par des lois universelles. Alors, la nature étant ainsi définie, comment va se définir le concept de monde? Toujours donc chez Cournot. Cette notion de monde, je vais la préciser, je vais la définir à partir justement d'un exemple astronomique. Cet exemple concernera la configuration du système solaire et le comportement de ce système dans la durée. Alors, je vous avais demandé, j'espère que vous avez fait vos devoirs, je vous avais demandé, dans la perspective de cette leçon d'aujourd'hui, de potasser un peu les trois lois découvertes par Johannes Kepler, qui a vécu de 1571 à 1630. Ces trois lois qui sont utilisées pour exprimer le mouvement des planètes autour du Soleil. Mais je précise tout de suite que ces lois ne valent pas seulement pour les planètes en rotation autour du Soleil, elles valent pour tout objet, naturel ou artificiel, satellisé autour d'un autre objet. Alors, ces trois lois ont été découvertes par Kepler au terme d'un cheminement extraordinairement complexe et tortueux, qui est un cas d'école en histoire des sciences, un cheminement sur lequel j'aurai l'occasion beaucoup plus tard de revenir, et dont vous apercevrez quand je l'exposerai qu'il comporte des étrangetés, une originalité particulière sur lesquelles il sera spécialement intéressant de s'arrêter. Alors, rappelons ces trois lois, que donc je suppose connues de ceux qui m'écoutent. La première, les planètes décrivent autour du Soleil des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Évidemment, la compréhension de cette loi requiert la connaissance de ce que c'est qu'une ellipse, à savoir une figure courbe fermée dont tous les points répondent à la propriété suivante, que la somme des distances qui séparent un point sur l'ellipse, n'importe quel point sur l'ellipse, des deux foyers de l'ellipse reste constante. Alors, donc, première loi, les planètes décrivent autour du Soleil une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers. Je précise tout de suite que ces trajectoires elliptiques ont ce qu'on appelle en mathématiques une très faible excentricité, c'est-à-dire que les foyers de ces ellipses sont très rapprochés à l'échelle de la distance totale qui sépare la planète de ses foyers. Les foyers sont très proches, ce qui fait que la trajectoire de la planète autour du Soleil est en réalité très proche de la figure d'un cercle. Deuxième loi, lors de leur rotation autour du Soleil, les planètes balaient des aires égales, c'est-à-dire des surfaces égales, dans des temps égaux.
Ce qui revient à dire, et ça vous l'aurez compris si vous avez sur Internet regardé ces sites qui vous proposent des simulations en mouvement des lois de Kepler, ce qui veut dire que les planètes se déplacent d'autant plus vite sur leur trajectoire elliptique qu'elles sont proches du Soleil et d'autant plus lentement qu'elles en sont éloignées. C'était donc la deuxième loi. La troisième loi, elle, énonce un rapport entre la durée complète de la révolution de la planète autour du Soleil et la distance qui la sépare du Soleil. Et elle dit ceci, que le carré de la durée d'une révolution de la planète autour du Soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'ellipse sur laquelle la planète effectue sa trajectoire de rotation autour du Soleil. Le carré de la durée d'une révolution de la planète est proportionnel au cube du demi-grand axe de la trajectoire elliptique de la planète autour du Soleil. Alors, ces lois, ces trois lois de Kepler, sont des lois physiques, c'est-à-dire des lois de la nature. Je rappelle qu'en grec, physis, c'est la nature, même si c'est dans un sens bien différent de celui que nous donnons aujourd'hui à ce mot, et même de celui que lui donnait Kepler lui-même. Ce sont des lois de la physique, c'est-à-dire des lois de la nature en général, des lois dont l'énoncé ne contient aucune mention, aucune référence à la situation particulière, au temps, ni aux lieux dans lesquels on considère les choses que concernent ces lois. Elles ont un caractère universel et intemporel. Ce qui veut dire que nous ne parlons pas avec ces lois de ce qui se produit, de ce qui s'est produit ou de ce qui se produira en tel lieu et en tel temps déterminé de la réalité, du cosmos, si vous voulez. Nous parlons d'un rapport nécessaire qui s'observera chaque fois que nous avons affaire à un objet satellisé autour d'un autre. Ces lois ont donc un caractère universel, intemporel, de la même façon que, par exemple, les lois de la propagation de la chaleur, les lois du comportement des gaz, les lois de la circulation du courant électrique, ou encore, par exemple, les lois qui gouvernent les mécanismes de l'hérédité biologique, les fameuses lois dites de Mendel, puisqu'elles ont été découvertes au XIXe siècle par un moine autrichien, Gregor Mendel. Et toutes ces lois nous apparaissent, dit Kepler, et ici on ouvre les guillemets, toutes ces lois nous apparaissent, je cite, pardon, non pas Kepler, mais Cournot, excusez-moi, toutes ces lois nous apparaissent, dit Cournot, comme le résultat de certaines propriétés ou forces permanentes, indélébiles, inhérentes à la matière dans tous les temps et dans tous les lieux. Ce sont les lois de la nature, ce sont les lois de la matière, si on veut. Ce qui veut dire que les lois de Kepler ne sont pas des lois qui s'appliquent aujourd'hui ou qui s'appliquaient depuis qu'il existe à ce seul système solaire, à cette réalité singulière qu'est notre système solaire, réalité unique dans l'univers. Elles valent pour tout corps en rotation autour d'un corps central, pour tout satellite, par exemple elles valent pour la Lune, elles valent pour les satellites de Jupiter, elles valent pour nos satellites artificiels en orbite autour de la Terre. Ce qu'elles décrivent, ces lois, c'est une espèce de configuration générale abstraite. Un seul corps satellisé autour d'un seul autre. Cette situation idéale, évidemment, ne se rencontre nulle part. Elle ne se rencontre nulle part parce qu'aucune réalité dans l'univers n'existe à l'état absolument isolé des réalités voisines et même quelquefois des réalités extrêmement lointaines. Autrement dit, le Soleil, les planètes, le système solaire, ce sont des choses qui existent, mais la nature, en tant qu'elle est définie comme système de ces lois, c'est quelque chose qui n'existe pas.
Ça n'existe tout simplement pas. Je suis en train, par exemple, ces jours-ci, de mener une discussion acharnée avec un scientifique, un pur scientifique, qui considère que la nature est une chose ou un objet concret qu'on peut observer. Non, la nature, ça n'existe pas. En un sens, en ce sens-là, ça n'existe pas, au sens où ça n'a pas d'existence dans le monde comme un objet qu'on peut montrer, qu'on peut regarder, qu'on peut observer, qu'on pourrait toucher. Non, la nature, c'est une idée, c'est une abstraction, ce qui ne lui retire rien. Je veux dire, ce qui ne retire rien à la réalité de cette nature, puisqu'après tout, un objet mathématique, c'est aussi une abstraction, et pourtant, ça a bien une réalité, c'est quelque chose, puisque ça a, par exemple, des propriétés, qu'étudie le mathématicien. Alors, comme je l'ai dit, nous suivrons beaucoup plus loin, plus tard, le chemin qu'a suivi lui-même Kepler pour découvrir ces trois lois. Chemin extrêmement intrigant, tortueux, inattendu, et qui présente, je le disais, un intérêt en histoire des sciences et un intérêt épistémologique tout à fait considérable. Mais pour l'instant, ces trois lois de Kepler, je ne les ai mentionnées et elles ne m'intéressent ici qu'à un point de vue très précis, en ce qu'elles me permettent de mettre en évidence l'opposition de ces deux notions de nature et de monde. Alors, avançons petit à petit vers la signification, le contenu de cette notion de monde. Ces lois de Kepler sont évidemment d'une importance absolument considérable pour comprendre le fonctionnement du système solaire. Et leur découverte est l'une des étapes, l'un des moments absolument, je dirais, centraux de toute l'histoire de l'astronomie occidentale. Seulement, ces lois, elles n'épuisent pas du tout dans leur intégralité tous les aspects du système solaire que nous cherchons à comprendre. La connaissance, la compréhension de ces lois ne nous offre pas la compréhension intégrale des phénomènes que nous observons au sein du système solaire. Et vous allez voir les exemples que donne Cournot de ces réalités astronomiques dont l'explication ne peut pas nous être donnée par les lois de Kepler. Au paragraphe 7 de ce livre, intitulé Matérialisme, vitalisme, rationalisme, matérialisme, vitalisme, rationalisme, au paragraphe 7, Cournot pose une série de questions que voici. Pourquoi Saturne est-il pourvu d'un anneau dont sont privées toutes les autres planètes, tant supérieures qu'inférieures? Par planète inférieure, on entend les planètes situées entre la Terre et le Soleil. Par planète supérieure, on entend les planètes qui sont en orbite autour du Soleil, au-delà de l'orbite de la Terre, plus loin. Pourquoi la même planète, Saturne, a-t-elle 7 lunes, Jupiter 4 et la Terre une seule, tandis que Mars et Vénus, entre les orbites desquelles s'intercale l'orbite terrestre, et qui forment avec la Terre un groupe si naturel, n'en ont pas du tout. Bon, nous savons aujourd'hui que Saturne et Jupiter ont beaucoup plus de satellites que n'en connaissait Cournot, mais peu importe. Les exemples que vient de présenter Cournot sont des exemples de ce type de réalité qui évidemment obéissent aux lois naturelles, c'est-à-dire que les satellites de Saturne tournent autour de Saturne exactement selon les mêmes lois que la Lune autour de la Terre et que l'ensemble de toutes les planètes autour du Soleil. Les anneaux de Saturne sont évidemment complètement soumis aux lois physiques, lois de la gravitation, mais aussi à d'autres lois, par exemple loi du choc, parce que les particules qui constituent les anneaux de Saturne s'entrechoquent, loi du magnétisme, parce que des phénomènes magnétiques sont à l'œuvre à l'intérieur des anneaux de Saturne. Mais aucune des lois, ni de ces lois, ni les lois de Kepler, ni les lois de la gravitation, les lois du choc ou les lois du magnétisme, ne nous explique pourquoi cette planète Saturne possède des anneaux alors que les autres n'en possèdent pas. Elle ne nous explique pas, les lois de Kepler, comment
à quel moment et selon quel processus ces anneaux se sont formés. Pas plus, par exemple, que les lois qui gouvernent la mécanique des solides et la mécanique des fluides, lois auxquelles sont soumis les phénomènes qui ont lieu à la surface de l'écorce terrestre. Aucune de ces lois ne nous permet de comprendre la répartition actuelle des continents à la surface du globe, la répartition respective de la surface terrestre et des mers à la surface du globe. Rien de ce que nous savons des lois qui gouvernent, par exemple, le monde des organismes vivants, ne nous permet de savoir pourquoi tels végétaux, pourquoi telles espèces animales sont présents à tel endroit du globe et totalement absents d'autres endroits où, en vertu de ces mêmes lois du monde vivant, ces organismes seraient parfaitement capables de vivre. Par exemple, il n'y a pas d'ours ni de marsupiaux sur le continent africain. Il y a des singes à queue préhensile sur le continent sud-américain, il n'y en a pas non plus en Afrique. Vous allez en Corse, il n'y a pas de pie, il n'y a pas de vipère. Alors que les biotopes de la Corse seraient parfaitement adéquats pour abriter des pies et des vipères. Il y a des geais, par exemple, en Corse, très abondants. Or, les geais et les pies sont des oiseaux assez proches. Il n'y a pas de vipères en Corse, alors que, sauf information dont je ne disposerai pas, le biotope corse n'est pas a priori incompatible avec l'existence de vipères. Pourquoi aucun des grands reptiles, ce qu'on appelle assez faussement les dinosaures, qui ont disparu à la fin du Crétacé, pourquoi aucun de ces grands reptiles ne s'observe plus aujourd'hui à la surface de la Terre, alors qu'il y a des biotopes dans lesquels ils seraient parfaitement à l'aise pour vivre? On pourrait multiplier les questions, se demander par exemple pourquoi il n'y a pas d'oiseaux à cornes. Eh bien, à une question de ce type, on ne peut pas répondre par les lois de la vie organique, par les lois universelles du vivant. On peut répondre par ces lois à la question de savoir, par exemple, pourquoi aucun mode de locomotion animale n'a développé de système analogue à la roue, par exemple. Vous allez me dire, dans les milieux naturels, il n'y a pas beaucoup de terrains sur lesquels il serait facile de faire rouler, s'il y en avait à l'extrémité des pattes de certains êtres vivants, des roues. Il y en a quand même. Sur les surfaces gelées, ça peut fonctionner assez bien. Sur les grandes étendues des lacs, par exemple salés dans les déserts, ça pourrait marcher aussi. Or, il n'y a pas de roue. Mais ça, c'est pour une raison qui tient à la physiologie même des êtres vivants, aux lois du vivant. C'est que pour qu'une roue fonctionne, c'est le principe de la roue, il faut que la roue elle-même ne soit pas physiquement solidaire de l'axe sur lequel elle tourne. Il faut qu'il y ait une discontinuité, il faut qu'il y ait un gap entre l'axe et la roue. Et cela serait incompatible avec la possibilité pour la roue elle-même de rester connectée au reste de l'être vivant et d'en recevoir, par exemple, de l'irrigation sanguine, des messages nerveux, etc. En revanche, aucune loi physiologique des êtres vivants n'interdirait à tel oiseau, par exemple, de porter des cornes. Et donc, la réponse à ces questions ne se trouve pas dans les lois générales de la physique ou de la biologie. La réponse à ces questions appartient à l'histoire. À l'histoire, eh bien, de quoi? À l'histoire du réel. Le réel est passé par certaines étapes successives au cours de son développement. Et le point de vue auquel est envisagé le réel, lorsque nous le regardons non plus en nous intéressant aux lois universelles qui gouvernent son fonctionnement, mais quand nous nous intéressons aux étapes successives par lesquelles il est passé concrètement,
Eh bien, c'est ça, le point de vue qui définit ce que Cournot appelle le monde. La nature, c'est ce dont les lois, c'est-à-dire les rapports abstraits entre les phénomènes eux-mêmes abstraits, nous permettent d'expliquer certaines propriétés générales du réel, tandis que le monde est, par différence et opposition avec la nature, ce dont l'histoire, c'est-à-dire une série concrète, singulière, unique d'événements successifs, nous permet d'expliquer certains faits particuliers observables au sein de ce même réel. Certains faits particuliers, comme l'existence d'anneaux autour de Saturne, ou le fait qu'il y ait, par exemple, des marsupiaux en Océanie, en Australie, et qu'il n'y en ait pas en Afrique, ou ce fait qu'il n'y a pas d'oiseaux à cornes. Nature et monde sont donc, et ne sont donc rien d'autre que deux points de vue sur la même chose. Cette chose, c'est le réel. Ce sont donc deux abstractions, ce que les philosophes appellent quelquefois des êtres de raison. Nature et monde sont des êtres de raison, c'est-à-dire ce ne sont pas des êtres qui ont une existence concrète dans le cosmos, dans l'univers, ce sont des êtres en tant que nous portons sur le réel un regard particulier qui est celui d'êtres doués d'intelligence, de raison, raison à l'aide de laquelle, grâce à laquelle nous faisons ce genre de distinction conceptuelle. Alors, au fond, on pourrait dire que le point de vue de la nature est défini par la question comment est-ce que cela marche, fonctionne. Le point de vue du monde est défini par la question comment est-ce que cela s'est passé, comment est-ce que cela est arrivé. Prenons par exemple un objet comme une étoile. Je peux décrire toutes les lois physico-chimiques qui gouvernent l'évolution des étoiles depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Naissance et mort, entre guillemets, puisque les étoiles ne sont pas, à proprement parler, des êtres vivants. Si je décris ces lois physiques et chimiques, je suis dans la nature. Mais si, muni de la connaissance de ces lois, j'essaie de m'intéresser au devenir particulier de telle étoile particulière, par exemple, cette étoile, le Soleil. Si j'essaie de comprendre son origine, si j'essaie de comprendre son destin futur, de prévoir, par exemple, l'échéance au terme de laquelle cette étoile, le Soleil, cessera de briller, alors je suis dans le monde. Si j'étudie les mécanismes de la réplication, par exemple, de la molécule d'ADN, la fameuse molécule en double hélice, cette duplication de la molécule impliquée dans les mécanismes de la reproduction, eh bien, alors je suis dans la nature. Mais si je m'intéresse à la question de l'origine de la vie, c'est une question que je pose dans l'horizon du monde. Et donc, connaître la nature, c'est en connaître les propriétés, on va dire, essentielles, éternelles, intemporelles, indélébiles, dit Cournot dans un terme un petit peu curieux, tandis que connaître le monde, c'est en comprendre les manifestations accidentelles. Il y a l'essentiel, il y a l'accidentel. Il y a, pourrait-on dire aussi, le nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être. Ça veut dire que rien dans l'univers ne peut avoir un comportement qui ne réponde pas aux lois naturelles. Le nécessaire d'un côté, ce qui ne peut pas ne pas être, le contingent de l'autre. Contingent, ce qui n'est pas nécessaire, c'est la définition. Contingent, caractère de ce qui peut ne pas être. Il aurait certainement pu ne pas y avoir d'anneau autour de Saturne, il aurait pu ne pas y avoir de lune autour de la Terre, et qu'il y en ait, c'est ce que justement l'histoire de ces objets que sont Saturne ou la Lune va nous permettre de comprendre. Cela va nous conduire à une série de distinctions que pose Cournot et qui sont, à mon avis, des distinctions non seulement judicieuses, mais extrêmement utiles, dont la première
est la distinction de ce qu'il appelle la série physique et la série cosmologique des sciences. De cette distinction entre série physique et série cosmologique des sciences, il va tirer une distinction secondaire entre ce qu'il appelle les causes et d'une part, et d'autre part, les raisons. Alors, et là je m'excuse parce que j'ai omis de vous donner la numérotation du titre, lorsque j'ai commencé d'étudier la notion de monde, au début de cette séance, nous sommes entrés dans le paragraphe 3.4.3.2. 3.4.3.2, le monde. Nous entrons maintenant dans le paragraphe suivant, 3.4.3.3, série physique et série cosmologique des sciences. Et secondairement, causes et raisons. De cette distinction de la nature et du monde, Cournot va donc tirer une distinction au sein même des sciences qui étudient le réel. Et voici ce qu'il écrit, toujours dans Matérialisme, Vitalisme, Rationalisme, et toujours au paragraphe 7 de ce livre. Quand on réfléchit sur la classification des sciences, on ne tarde pas à y reconnaître deux embranchements ou deux séries collatérales, l'une qui comprend des sciences telles que la physique et la chimie, qu'on peut qualifier de sciences théoriques. L'autre où se rangent des sciences telles que l'astronomie et la géologie, auxquelles conviendrait l'épithète de cosmologique. Celles-ci, les sciences cosmologiques, se référant à l'idée d'un monde dont on tâche d'embrasser l'ordonnance, les autres, les sciences de la série théorique, de la série physique, les autres se référant à l'idée d'une nature dont on cherche à constater les lois en tant qu'elles sont indépendantes de toute ordonnance cosmique. Je rappelle ici ce que veut dire cosmos et à partir de quoi on comprend le qualificatif de cosmique appliqué à ces sciences. Le cosmos, c'est une totalité en tant qu'elle est ordonnée, c'est-à-dire en tant qu'elle présente un certain agencement de ses composants, et c'est bien ça que désigne la notion de monde. Alors, à la série essayons de clarifier ces deux notions de sciences physiques ou sciences théoriques d'un côté, de sciences cosmologiques de l'autre. À la série que Cournot appelle physique correspond ce qu'on appelle parfois aujourd'hui les sciences nomologiques. L'expression se comprend très facilement dès qu'on sait que nomos en grec est le terme qui désigne la loi. La série cosmologique regroupe toutes les sciences dont le but est, je cite Cournot, de chercher dans le mode de succession et d'enchaînement des phénomènes qui ont précédé les phénomènes actuels, la raison des particularités que nous présente l'ordre actuel des choses. Je répète, la série cosmologique, celle qui s'intéresse au monde, tandis que la série physique s'intéressait aux lois universelles de la nature. La série cosmologique regroupe les sciences dont le but est, ouvrez les guillemets, de chercher dans le mode de succession et d'enchaînement des phénomènes qui ont précédé les phénomènes actuels, la raison des particularités que nous présente l'ordre actuel des choses. Les mots importants sont ici particularité et actuel. La série cosmologique ne nous parle que du particulier, tandis que le point de vue du général, le point de vue de l'universel est réservé aux sciences physiques. Cette recherche occupe donc les sciences dont le propre est de s'occuper d'objets particuliers, dit Cournot, d'objets particuliers ou individuels, tels que le Soleil, la Voie lactée, l'anneau de Saturne, la Lune ou la Terre. À quoi l'on pourrait ajouter les espèces vivantes, les populations et les langues humaines, les crises économiques ou les guerres. Parce que il est certain, nous en connaissons même un certain nombre, qu'existent des lois
générales, universelles, intemporelles, qui régissent le fonctionnement des langues humaines. Il y a des lois universelles du fonctionnement des langues humaines. En revanche, que telle langue soit d'abord parlée en tel lieu sur la surface de la Terre, que telle langue présente telle particularité, telle caractéristique, cela ne peut s'expliquer que par des causes particulières s'inscrivant dans le cours d'une histoire, dans le déroulement de laquelle des conditions ont été de façon contingente, particulière, réunies pour qu'apparaisse telle langue, pour qu'elle se développe et ensuite éventuellement pour qu'elle disparaisse. Il en va de même des crises économiques et des guerres. Il n'y a sans doute pas beaucoup de lois générales, universelles et absolues dont les économistes puissent nous dire qu'ils gouvernent en tout lieu et en tout temps tous les phénomènes économiques. Mais enfin, il existe des lois de ce genre, on va dire, des lois de cette sorte, des lois qui ont une certaine parenté, un air de famille avec les lois de la physique, de la chimie et de la biologie. Par exemple, la fameuse, la très connue, c'est trivial, loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'offres, plus les prix ont tendance à baisser, ils montent quand la demande devient supérieure. J'en propose un énoncé qui ne plaira pas aux économistes, mais enfin, en gros, chacun voit de quoi il s'agit. Quant à la guerre, des théoriciens ont bien essayé d'en découvrir les lois générales. Par exemple, vous pouvez lire ce monumental, ce très, très volumineux ouvrage de Karl Clausewitz intitulé « De la guerre ». Clausewitz, c'est un militaire prussien qui avait décidé d'étudier, à partir des campagnes napoléoniennes en particulier, les lois universelles de la guerre. Mais il est bien clair que ce ne sont pas les lois universelles de la guerre, si même il y en a, ce qui reste encore à prouver, ce ne sont pas les lois universelles de la guerre qui vont vous permettre de comprendre une par une les étapes du déroulement, par exemple, de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Chacun peut le comprendre facilement. Alors, et bien sûr, il faudrait ajouter, je viens de le dire, les phénomènes ressortissant au fonctionnement de la vie. J'avais donné quelques exemples. C'est pourquoi je pense d'ailleurs que Cournot n'a peut-être pas tout à fait raison de présenter cette question, cette opposition science physique ou théorique, science cosmologique, comme un problème de classification des sciences. Un problème de classification dont la solution consisterait à répartir toutes les sciences dont nous disposons, toutes les disciplines scientifiques, en deux embranchements séparés, à l'intérieur desquels les unes et les autres viendraient se ranger d'un côté ou de l'autre, selon qu'elles méritent l'épithète de physique, théorique, ou l'épithète de cosmologique. Parce que je pense qu'il n'y a guère de science, qui ne présente les deux aspects et les deux dimensions. Alors bien entendu, j'ai parlé de l'économie, j'ai parlé de l'histoire, on pourrait parler de la psychologie éventuellement, discipline dont il est assez douteux, surtout pour certaines d'entre elles, qu'elles soient à même de dégager des lois physiques absolument universelles qui s'appliqueraient à tous les phénomènes humains. D'une façon générale, dans les sciences humaines, il est beaucoup plus difficile de dégager des lois universelles et absolues que ça ne l'est dans l'ordre des sciences de la nature. C'est pourquoi on parle, vous le savez peut-être, de sciences dures pour ces dernières et de sciences plutôt molles pour les premières. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est mou? Ce qui est dur et ce qui est mou, c'est justement la précision avec laquelle on peut faire valoir l'existence de lois dans tel ou tel domaine. Je crois que, surtout dans l'ordre des sciences de la nature, les deux points de vue, physique
et cosmologiques sont à l'œuvre dans chacune des sciences. Prenez par exemple un phénomène typiquement biologique, la migration des oiseaux. Il est évident que l'étude de la migration des oiseaux, c'est le moment où au-dessus de nous, là, dans les Pyrénées, en novembre, sont en train de passer les vols de grues. J'en ai vu passer encore un ce matin. C'est un spectacle absolument fascinant. Il faut absolument regarder ça. On les entend très bien. Elles poussent un cri assez rauque, là, là, qu'on entend très très bien. Alors levez les yeux vers le ciel, vous verrez ces immenses lignes et ces immenses triangles que dessinent les vols des grues. Il est clair que l'étude des migrations des oiseaux ressortie à la série physique. Par exemple, en tant que cette étude s'intéresse à tous les mécanismes perceptifs, mécanismes nerveux, mécanismes hormonaux, mécanismes moteurs, qui déterminent les comportements des oiseaux migrateurs dans telle et telle circonstance particulière. Il faut que l'oiseau soit soumis à certains stimuli extérieurs, de l'ordre par exemple visuel, ou d'ordre olfactif, ou peut-être thermique, pour qu'il, par exemple, soit déterminé à se mettre en route dans la migration. Ensuite, il faut qu'il s'oriente. Et l'orientation de l'oiseau qui se dirige vers les territoires où il va passer une partie de l'année, cette orientation, eh bien, dont nous ne connaissons pas encore parfaitement les mécanismes, elle répond à des lois qui mettent en jeu ce que l'oiseau voit et peut-être aussi ce qu'il perçoit, par exemple, du magnétisme terrestre. Mais l'explication de la façon dont la disposition à migrer a été acquise au cours de l'histoire de la vie, l'explication du fait que telle espèce d'oiseau migre de tel endroit à tel autre endroit, ça c'est une explication qui ne relève plus des lois physiques universelles, mais qui ne peut être trouvée qu'au point de vue du monde, au point de vue des sciences cosmologiques. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, certains oiseaux qui migraient ne migrent plus. Ils restent là où ils sont, très bien, durant l'hiver. Ils ne quittent plus le territoire pour se rendre ailleurs. Ça va s'expliquer d'une part sur le plan physique, parce qu'il faut bien comprendre, il faut bien que nous essayions de comprendre ce qui fait qu'à tel moment, l'oiseau ne s'envole pas pour aller migrer ailleurs. Par exemple, le fait que la température est devenue trop élevée, le fait, je ne sais pas, qui peut te dire, je ne sais quel autre facteur, la pollution, par exemple, ou que sais-je encore. Ça relève de la série physique. Mais il est évident que dans la mesure où la modification du comportement migratoire des oiseaux est due à un phénomène comme le réchauffement climatique, alors son étude s'inscrit directement dans la perspective, dans le point de vue du monde. C'est pour ça que, étant donné qu'il n'y a en réalité peut-être que très peu de sciences, en tout cas, je crois dans les sciences de la nature, aucune science qui relève exclusivement d'un point de vue à l'exclusion totale de l'autre, adopter l'opposition physique-cosmologique comme principe de classification des sciences me paraît être risqué. Et même, je dirais, cela me semble, si c'est à prendre à la lettre, faux. Alors, de ces deux distinctions, la nature et du monde, puis celle qui en découle directement des séries physiques et cosmologiques des sciences, vont déboucher sur une troisième opposition entre cause et raison que j'expliquerai dans la deuxième partie de ce cours, puisque nous approchons de la limite fatidique des 40 minutes. À tout de suite pour ceux qui souhaiteront continuer.